Mercredi, nous sommes le 13 mai 2020. Bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans votre émission qui vous donne des informations sur le Covid ou la Covid-19 selon les nouvelles donnes, bien sûr, de l'Académie française, la Covid. Nous allons, dans cette émission de ce jour, aborder le thème Covid-19 au Togo. Importance énorme d'éloignement sanitaire. Notre invité, c'est une dame, docteur Nipé Lacté Adassou. Elle est bien sûr médecin généraliste, directrice du district sanitaire numéro 4 à Lomé commune, bien sûr. Docteur, bonjour et merci d'être là. Bonjour, monsieur. Voilà. Comment est-ce que vous passez tout ce temps-là dans votre district? Ça, c'est Kodjovia-Kopé. Oui. Le district est à Kodjovia-Kopé, oui. Mais ce district couvre 4 quartiers. Voilà. Le quartier de Nyekonakwe, Octaviano Netime, Hanoukope et Kodjovia-Kopé. Voilà. Nous qui sommes des profanes du domaine, là, quand on dit district sanitaire, là, on se demande justement ça couvre quelle zone à quelle zone. Oui. C'est juste pour avoir le cœur net. Hein. Oui. Et comment ça se passe dans cette zone-là, actuellement, en ce temps de crise sanitaire? Actuellement, en ce temps de crise sanitaire, il y a des mesures que le district essaie de faire respecter dans la population. Il y a des sensibilisations, mais avec des mégaphones, parce que la sensibilisation de porte à porte n'est plus trop prônée. Oui. Il y a les ASC qui ont des mégaphones. Aujourd'hui, ils ont pris des mégaphones, ils sont allés vers les lieux publics, ils ont sensibilisé et nous avons disponibilisé des dispositifs de lavage des mains dans des lieux où il y a des attroupements pour qu'ils puissent laver les mains avant d'aller faire ce qu'ils ont à faire. Parfait. Le retour, c'est bon? Les gens s'y intéressent? Il y a quand même un engouement ou bien c'est comme on prêche dans le désert? Non, il y a de l'engouement. Je peux dire qu'au tout début, les gens avaient quand même bien respecté les mesures. Mais maintenant, de plus en plus, on voit, c'est comme il y a un peu de relâchement au niveau de la population. Parce que tu peux aller à un carrefour, tu vois, la personne a le cache-nez, mais il l'a mis sous son menton. Donc, je crois que ce n'est pas... Et c'est au moment surtout quand il veut parler, hein? Oui, justement. C'est ce qui est étonnant. Alors qu'il se cache-nez, c'est pour éviter que les gouttelettes salivaires sortent de sa bouche. C'est maintenant qu'il descend avant de parler. C'est difficile, hein, cette affaire de Covid-19. Oui. Et la sensibilisation, ça continue, hein? La sensibilisation continue avec des voitures sonorisées dans les districts sanitaires. Oui. Où... lorsque les voitures sonorisées ne sont pas là, c'est les relais communautaires qui prennent le relais avec des mégaphones pour parcourir les quartiers. Vous travaillez dans une zone, dans un district sanitaire qui se trouve plus ou moins sur la frontière. Hein. Lomé est une ville, Karoma sur une frontière. Je veux parler bien sûr d'Aplao. Quand on dit Kodjovia-Kopé, c'est Aplao déjà. Comment ça se fait, ça se gère dans tout son ensemble à ce niveau-là? Bon, normalement, les frontières sont fermées. C'est fermé, oui. Mais n'empêche, il y a des gens, oui, justement, il y a des gens qui essaient de prendre des voies, en fait, les frontières étant un peu poreuses. Il y a certaines personnes qui prennent des chemins détournés, mais les agents de sécurité, les forces de l'ordre qui sont là, essayent de les prendre et de les ramener vers le poste de frontière même de Kodjovia-Kopé, où il y a un dispositif d'isolement. On essaie de les isoler et de faire des prélèvements pour voir s'ils ne sont pas porteurs ou pas. Voilà, et puis il y a un suivi après. Hein. Il y a un suivi après. Pour le moment, Dieu merci, on n'a pas encore trouvé de porteurs de Covid-19 parmi ces gens-là. Surtout que le Ghana a déconfiné en ces jours. Peut-être que vous devez encore beaucoup plus doubler de vigilance, la sécurité aussi, avec les éléments sur tout le long de la frontière. À ce niveau-là, je pense que tout peut aller. On va s'intéresser à notre thème du jour, importance énorme d'éloignement sanitaire. Quand on parle bien sûr de l'éloignement sanitaire, concrètement, il s'agit de quoi? Je crois que vous pouvez dire par là les mesures de distanciation que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, a instauré pour pouvoir éviter, pour pouvoir casser la chaîne de transmission du Covid-19. Donc, je crois que c'est ça. Alors, on va s'intéresser un peu à cette mesure de distanciation sociale prônée par le gouvernement à travers certains normes qui nous ont été cités afin de
contrecarrer, si le terme peut être ainsi, la maladie à coronavirus. Est-ce qu'il suffit juste de garder 1 mètre au moins avec quelqu'un qui est contaminé à la maladie à coronavirus et on est quitte, il n'y aura pas de souci? 1 mètre, l'idéal, c'est si nous deux, nous avons nos cache-nez, 1 mètre, ça peut aller. Mais seulement, il faut aussi voir le vent, puisque lorsqu'on tousse ou bien on éternue, ça dépend. Certains ont une manière d'éternuer un peu fort. Si tu as 1 mètre avec la vitesse l'africaine, tu risques de recevoir tout au visage. Oui. Donc c'est pour cela que de plus en plus le gouvernement est en train de prôner le port du masque, du cache-nez, pour pouvoir éviter ces projections salivaires ou bien ces projections de gouttelettes respiratoires vers l'interlocuteur qui est en face de nous. Donc 1 mètre, bon, je dirais pas que c'est l'idéal. Il faut être au moins à 2 mètres et avoir, si possible, un cache-nez pour éviter, au cas où il y a le vent, que nous recevions cette gouttelette-là en respirant. OK. Dans un cadre comme le nôtre actuellement, c'est possible, hein, puisque le monde est pratiquement à 2 mètres, voire dépasser même. Mais dans les marchés, cela n'est pas possible. Hein. On sait que le marché demeure toujours marché en Afrique. Hein. Quand vous passez un peu dans les marchés, hein, dans vos zones, ainsi qu'à certaines localités du pays, vous jetez un coup d'œil, est-ce que cela ne pose pas vraiment Vous avez parfaitement raison. Dans les marchés, c'est pratiquement impossible de pouvoir respecter cette distanciation sociale de 2 mètres. Parce que, bon, si vous êtes à 2 mètres de la revendeuse, comment vous pouvez payer les choses? Voilà. C'est compliqué. L'Africain a l'habitude de toucher, tâter plusieurs fois. Peut-être on soulève la tomate, on regarde bien avant de faire le choix. Oui, on dirait que vous avez... On dirait que vous allez au marché pour voir nos boutiques. Effectivement, c'est pour cela que nous prenons le port des bavettes. Si tu as ta bavette, l'autre a sa bavette, en parlant, en toussant, en éternuant, je garde mes sécrétions, vous gardez vos sécrétions, elles ne vont pas aller sur le plan de la table, elles ne vont pas aller sur ce que vous vendez, elles ne vont pas aller vers votre interlocuteur. Il faut à tout prix que les revendeuses et ceux qui sont venus pour acheter aussi, chacun ait son masque, son cache-nez, si on peut le dire comme ça. Il y a les débits de boissons traditionnels. Hein. Je ne parle pas de nos bars modernes, mais les débits de boissons. Je vais faire allusion à la bonne calebasse dans les coins et recoins de la capitale. Traditionnellement parlant, on est à l'aise en prenant ces genres de boissons traditionnelles. Et vous savez comment ça se passe plus ou moins bien. C'est-à-dire, il y a toujours l'ambiance, on est collés l'un à l'autre, on danse. Que faut-il faire justement à ce niveau, madame? Je crois que c'est des situations qui ne doivent plus se produire à l'heure où nous sommes. Parce que nous sommes en face d'un virus qui est très, très contagieux. C'est-à-dire qu'une personne contaminée, en 24 heures, c'est plusieurs personnes contaminées. Donc, les sensibilisations, actuellement, nous nous basons sur les relais communautaires pour passer le message. Vous pouvez être dans un débit de boisson, il ne faut pas dépasser le nombre que le ministère a instauré, c'est-à-dire le nombre qu'ils ont imposé, ne pas dépasser 15 personnes. Et il faut respecter une distance entre 2 personnes. Donc, les pratiques d'avant doivent être abandonnées. Et s'il y a certaines personnes qui continuent et qui suivent cette télé, il faut à tout prix que nous arrêtions. Sinon, si nous n'arrêtons pas, cette infection risque de traîner, et on ne pourra pas vite s'en sortir. Donc, vous diront que ce serait un peu difficile de laisser de côté les habitudes culturelles et culturelles de nos ethnies. Oui, c'est juste pour un temps. Pour le bien de nous tous, il faut qu'on respecte ces mesures. Plus on les respecte rigoureusement, on va sortir rapidement de cette crise sanitaire. Plus certains respectent, d'autres ne respectent pas, on risque de durer et tout le monde sera fatigué. Ça sera compliqué. Actuellement, il faut que tout le monde respecte les mesures d'éloignement sanitaire, comme vous les avez appelées, les mesures de distanciation sociale. Et c'est ces mesures de distanciation sociale que le gouvernement a voulu faire respecter en fermant les débits de bar pour éviter que nous soyons côte à côte, que nous
puissions parler et que nous puissions nous contaminer parce qu'on ne sait jamais avec qui on cause. C'est aussi ça, quand on prend des pots, il faut se parler, il faut se dire beaucoup de choses. Mais le moment, la crise sanitaire nous contraint à ne plus adopter certaines habitudes, comme de par le passé. Vous regardez votre émission d'information sur la maladie à coronavirus. L'émission, c'est aussi ce qui se passe, bien sûr, au niveau de la cellule riposte. On va essayer de jeter un coup d'œil sur les chiffres et de les analyser un peu avec notre invité sur le plateau. Merci de nous rester fidèles. Nous allons essayer de jeter un coup d'œil sur ce qui a été publié. Je veux bien sûr parler de la date du 12 mai 2020. Je parle bien sûr de la date de 12 mai 2020. On a 96 cas actifs, 92 cas guéris, 11 décès et 199 cas confirmés au total, bien sûr. 11 041 nombre total de tests. Et si vous nous suivez, nous allons bien sûr essayer de jeter un coup d'œil également sur le contenu de ces nouveaux cas. Il faut dire que 18 des 480 personnes testées sont donc positives. Ces 18 personnes dont l'âge est compris entre 15 et 50 ans se repartissent comme suit. 7 cas, dont une femme et 6 hommes à Lomé dans le district numéro 1 et 5. 11 voyageurs, une femme et un homme dans le district de Thône, 2 femmes et 6 hommes dans le district de Blita et un homme dans le district de Kmenjal. 3 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 92 le nombre total des patients guéris de Covid-19 au Togo. À ce jour, il faut noter que le Togo a enregistré 199 cas confirmés de Covid-19, donc 92, 11 décès et 96 actifs. Au total, 11 041 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. C'est bien sûr les chiffres de 12 mai 2020. Les chiffres de ce 13, nous ferons le plaisir de vous les communiquer dans les prochains numéros de cette même émission. Madame, quoi qu'on dit, les chiffres continuent toujours par grimper et ce n'est plus vraiment dans le Grand Lomé. L'affaire s'est invitée dans les autres régions pratiquement du pays. On se demande si on aura vraiment une fin à cette maladie dans les jours qui viennent, étant donné que un état d'urgence a été décrété 3 mois, couvre-feu, allégé quand même dans le Grand Lomé, ainsi de suite. Oui, vous l'avez dit tantôt, le Ghana déconfiné, ce qui fait que nos compatriotes qui étaient sur le territoire ghanéen sont en train de revenir à la maison. Si vous regardez les nouveaux cas, la plupart, c'est des gens venus, c'est des personnes venues du Ghana. La plupart sont venues du Ghana, certains du Nigeria. Donc, c'est ces personnes qui sont revenues d'un pays où la contamination est un peu plus élevée que sur notre territoire. C'est ces personnes qui nous ramènent, si je peux le dire, entre griffes, la maladie. C'est le lieu peut-être encore vous l'avez dit tantôt, d'être encore plus vigilant au niveau de la frontière. Parce que c'est vrai, le Togo n'a pas ouvert ses frontières, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à rentrer? Voilà. Il faut qu'on soit un peu plus vigilant au niveau des frontières. On se demande, mais ceux qui nous viennent peut-être du Nigeria là, comment ils ont procédé? De Nigeria, on passe par Semekrake à la frontière Bénin, enfin Nigeria-Bénin, et par après on passe à Ilakonji et Sanvikondi. On traverse tout le Bénin, comme ça, le Nigeria, le Bénin, et puis on commence par Anéro, on distribue petit à petit jusqu'à Lomé. Ça craint peut-être. Oui, c'est que les frontières, on ne peut pas contrôler toute sa frontière. La frontière est un peu grande et il n'y a pas de militaires postés à certains niveaux. On ne peut pas quand même mettre un militaire à la trousse de chaque personne, non. Non, c'est au fait... C'est vrai, c'est bon de revenir chez soi, mais je crois que dans cette temps d'urgence sanitaire, lorsque tu reviens chez toi, il faut te faire identifier. Il faut dire je reviens et tu
tu t'auto-mets en quarantaine, si je peux le dire comme ça. Ou soit tu appelles le 111 et immédiatement, le district dans lequel tu es va envoyer ses équipes d'intervention rapide, te mettre en quarantaine, te suivre au moins pendant 14 jours avant de pouvoir aller vers ta famille. Mais si tu viens en même temps et tu commences par vivre comme si rien n'était, je crois que ça, c'est un peu grave. C'est un peu grave. Il faut que lorsque nos parents reviennent, qu'eux-mêmes il faut qu'il y ait une auto-mise en quarantaine, si je peux l'appeler. Et si la personne ne veut pas respecter, nous, son parent, le parent de la personne, doit lui dire, tu dois te mettre en quarantaine. On doit commencer par dénoncer, parce que on ne va pas, à cause d'une personne, enterrer 10. Oui, effectivement. Il faut qu'on commence par dénoncer. Oui. Parfait. Nous allons essayer maintenant de jeter un coup d'œil sur notre plateforme WhatsApp pour accueillir, sélectionner quelques questions qui nous ont été laissées. Celle-là, on prend la première question qui nous dit, c'est qui suit, quelles sont les mesures barrières pour éviter le Covid-19? Enfin, c'est, comme on le dit souvent, la répétition n'est pas antipédagogique. Oui. La répétition pédagogique, effectivement. C'est vrai qu'il y a plusieurs mesures pour pouvoir éviter le coronavirus, vu qu'il se transmet très rapidement. Donc, pour être un peu simple, souvent on nous dit lavons nos mains. Donc, nous allons commencer par les mains. Les mains doivent être lavées autant de fois que possible avec de l'eau et du savon. Si nous venons de laver les mains et que nous voyons que les mains sont propres, là, nous pouvons utiliser du gel. Il ne sert à rien d'utiliser du gel hydroalcoolique sur des mains sales. Ça ne marchera pas. C'est pour cela que si on n'a pas du gel, ce n'est pas grave. Lavons les mains avec de l'eau et du savon. L'eau et du savon, on en a. Maintenant, lorsque nous quittons les mains, nous pouvons aller au niveau du coude. Donc, j'ai quitté les mains, je vais vers le coude. Pour éternuer, il faut éternuer dans le pli du coude. Il faut éternuer dans le pli du coude. Maintenant, si on ne veut pas utiliser le pli du coude pour éternuer, si nous avons un papier mouchoir à usage unique, nous éternuons là-dedans ou nous toussons là-dedans, nous jetons et nous lavons les mains. Parce que nous venons de tousser dans le papier mouchoir, peut-être qu'il y a de petites éclaboussures sous nos mains. Nous jetons et nous lavons nos mains. Donc, maintenant, nous allons... C'est délicat, Oui, c'est ça. On pourra même dire que c'est une maladie de la propriété. Il faut laver les mains. Si nous arrivons à adopter ces méthodes de lavage de mains, nous allons éviter d'autres maladies qui sont des maladies de parasitose. Donc, il faut qu'on arrive à s'habituer. Maintenant, nous avons parlé des mains, nous avons parlé du coude. Nous passons au visage. Il faut éviter de mettre la main au niveau du visage. Il faut éviter d'amener la main vers le visage. On est quand même habitué, Oui. Nous, comme ça, très souvent, il faut peut-être toucher un peu le menton. Il faut peut-être, Oui, c'est vrai, qu'en parlant du visage, je peux me toucher le visage, pourquoi pas. Mais seulement, il faut éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche. Des fois, par mégarde, on a une tendance à amener la main, à se frotter un peu les yeux. C'est pour cela que si nous portons le masque, ça nous arrange. On va éviter d'amener la main vers la bouche. On ne va pas mettre la main dans la bouche pour enlever peut-être... Des fois, il y a certains qui ont des réflexes, ils mangent les ongles. Donc, ça va... on porte la main vers là, il y a le masque. Ça nous empêche d'amener la main vers là. Donc, le visage, c'est principalement les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, nous allons passer à une autre mesure barrière qui est la distance. Nous l'avions déjà énoncé tantôt. 1 mètre. Et sinon, pourquoi pas 2? À 2 mètres, on peut s'écouter, on peut s'entendre. Donc, être à 2 mètres pour pouvoir discuter, surtout si on n'a même pas les bavettes. Maintenant, si on n'a rien à faire, si on n'a vraiment rien à faire, rien d'urgent, rien d'important, restons chez nous. S'il n'y a rien d'important à faire dehors, restons chez nous. Maintenant, nous sommes chez nous et on a un mal, on a peut-être des maux de tête ou une fièvre, la toux. Au lieu de prendre un taxi, un transport en commun, appelons le 111. Quand nous appelons le 111, les équipes vont venir chez nous à la maison. C'est mieux que de prendre un transport en commun, contaminer cette personne, surtout qu'on peut même pas la retrouver. C'est plus compliqué. Parfait. Oui. Nous allons passer à la question suivante dans cette
émission. Il paraît que dans le nouveau protocole de traitement de Covid-19, l'utilisation des respirateurs, n'est plus nécessaire. Il faut plutôt des anticoagulants et anti-inflammatoires. Je ne sais pas si c'est celui qui pose la question, un spécialiste du domaine, mais il a besoin des explications. Oui, le Togo a sorti son protocole de traitement. Le Togo a sorti son protocole de traitement. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de respirateurs. Lorsque nous prenons la maladie à coronavirus, ayons déjà l'idée que 80% ne développent pas la forme grave. Et ces 80% n'auront pas besoin de respirateurs. Donc, il y a pour ces personnes l'association que le Togo a adoptée, azithromycine et chloroquine. Mais il faut, avant d'aborder cette question de traitement, il faut déjà avoir à l'idée que le coronavirus n'a pas encore de traitement. C'est juste des traitements pour pouvoir... des traitements symptomatiques que le Togo utilise. Donc, si une personne a besoin de respirateurs, on est obligé d'utiliser les respirateurs. C'est au cas par cas, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est malade à coronavirus qu'on doit mettre forcément systématiquement des respirateurs. Non. Il y a certains, surtout ceux qui sont logés à Edaoba, ils n'ont pas de respirateurs. C'est pour cela qu'ils sont dans un hôtel. Sinon, il n'y a pas de respirateurs. Ils sont à l'aise. Quelqu'un dit la fois parce que c'est le moment pour d'autres de découvrir ce beau monde que bien sûr. Qu'on ne peut pas souhaiter quand même à son pire ennemi parce que la maladie n'est pas quand même une bonne chose. Oui, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ces personnes n'ont pas besoin, alors là, pas besoin de respirateurs. Les respirateurs seront pour ceux qui en ont besoin et ils sont au niveau du CHR. Et ce n'est pas tous. Si, par exemple, tu vas et tu as un problème d'hypertension, on va gérer ton problème d'hypertension en plus du protocole de traitement. Quand je dis traitement, c'est entre griffes. C'est traitement symptomatique du coronavirus, pas le traitement spécifique. Non, c'est pas on vous suit point par point. Oui. Donc, ce n'est pas que chaque personne, quand on te découvre le virus, automatiquement, on te met sous respirateur. Non. Effectivement, il l'a dit. Si tu as besoin, dans le cours de ta maladie, tu as besoin d'anticoagulants, on te met des anticoagulants. Ce n'est pas systématique. Ces traitements, c'est au cas par cas. Voilà. Parfait. La question suivante sur le 110 26 06 76 76. Bonsoir le plateau. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une personne guérie du Covid-19 ne verra pas son système immunitaire fragilisé à sous Coutonne depuis le mai? Coutonne, oui, voilà. Ok. Est-ce qu'une personne guérie ne verra pas son système immunitaire fragilisé? Vous savez, lorsque le virus attaque l'organisme, il s'installe beaucoup plus au niveau du poumon. Il peut provoquer des dégâts. Donc, tes poumons peuvent être fragilisés à la fin de ta maladie. Mais de là à fragiliser tout ton système immunitaire, non, en tout cas, je ne crois pas. Et à l'heure actuelle, le coronavirus est une maladie que nous découvrons de jour en jour. De jour en jour, comme l'a dit le téléspectateur précédent, il y a des nouvelles données, des nouvelles informations, des nouvelles dispositions qui sont prises et de nouvelles connaissances qui sont actualisées au niveau du coronavirus. Donc, mais elle ne va pas fragiliser tout ton système immunitaire. Elle peut fragiliser certains appareils qui ont été touchés, comme le poumon, mais de là, fragiliser tout ton système immunitaire, non. Ça n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Parfait. La suite de nos questions. Bonsoir le plateau. Vraiment, cette histoire de coronavirus devient autre chose. Il y a eu une chaîne ivoirienne qui diffuse comme quoi le cas du coronavirus ou Covid-19 au Togo enregistre 667 cas, mais les chaînes nationales nous affichent le tableau de 199 cas. Monsieur le docteur, quelle est la vérité? Signé Monsieur Abbas Labo depuis quand ça, je pense que c'est pas une question que notre invité va vous donner la réponse, mais elle va compléter certes. Mais il faut le dire que
C'est une erreur d'une de nos consoeurs de la RTI1 qui, dans l'édition du journal, je n'ai plus vraiment la date, elles ont peut-être dans le récapitulatif, ils ont choisi les mauvais chiffres qui ne sont pas vraiment les chiffres dédiés, bien sûr, à notre pays, le Togo. Des chiffres qui ont été, bien sûr, modifiés après l'alerte, parce qu'une fois signalé, j'ai suivi également le journal où ils ont essayé de corriger. C'était une erreur, tout comme tout journaliste ou un professionnel des médias. Quand on est un peu fatigué, des fois, si on ne fait pas très attention, c'est un peu ça ce qui se passe. Sinon, on a les 199 cas au Togo, selon la situation que nous présente la situation de la cellule de riposte affichée à la date du 12, c'était hier. Aujourd'hui, on aura forcément une idée beaucoup plus claire de la situation. C'est une situation aussi qui vous interpelle, oui. Parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est les professionnels du domaine qui ont menti entre-temps et puis les médias internationaux ont essayé de relayer autrement? Voilà un peu. Oui, je crois que l'erreur est humaine. C'était une journaliste qui lisait, elle était en plein direct et elle a modifié les chiffres. C'est les chiffres du Mali, oui, qu'elle a donné au Togo. Mais lorsque les gens commençaient par s'écrire sur les réseaux sociaux, je crois que le deuxième journal, si je peux le dire comme ça, la deuxième émission du journal, ils ont apporté un démenti formel. Ce n'est pas les chiffres du Togo. Il y a un ami qui m'écrivait tout de suite, même avant de venir au plateau, il dit, oui, il paraît qu'il y a des enterrements nocturnes à Bokbota, le gouvernement nous trompe. Non. Et en tant que responsable d'un district, nous devons avoir l'information parce que une fois que les cas sont positifs, nous devons à tout prix avoir l'information pour aller chercher les contacts. Si nous n'avons pas les informations, on ne va pas chercher les contacts et automatiquement, la maladie va se propager dans la population. Vous allez voir qu'actuellement, comme je l'ai dit, 80 à 90% des nouvelles contaminations viennent d'ailleurs. Pourquoi nous avons pu maîtriser un peu? Parce qu'en temps, c'était 0, 1, 2. C'est parce que les équipes ont pu bien quadriller les zones, bien maintenir le contact à leur domicile. Donc, si le gouvernement nous cache l'information, ça veut dire que nous ne pourrons pas aller vers les contacts de ces personnes contaminées. Donc, je voudrais rassurer le téléspectateur, ces chiffres que le monsieur vient de donner sont les chiffres actualisés. Et tous les districts ont leur cas pour qu'ils puissent aller chercher les contacts des cas confirmés. Parfait. Et quand vous nous suivez souvent à la maison, il se passe beaucoup de choses dans les studios comme ça, d'émissions de télé, radio et autres. Quand on parle bien sûr du direct, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd pour nous qui sommes bien sûr des professionnels du domaine. Quand on ne fait pas attention, on est tenté des fois de faire de n'importe quoi. C'est ce qui a été fait, peut-être un petit laxisme au niveau de la consoeur de la RT1 qui a donné ces chiffres qui vont jusqu'à 6 et quelques. Non, c'était pas ça. C'était une fausse information. Et des chiffres d'un autre pays qui ont été donnés au Togo, qui par après, dans une autre édition de journal, a été rectifié. Donc, à l'heure où nous parlons, à la date du 12 mai 2020, les chiffres tournent autour de 199 cas au Togo. Voilà un peu avec ce qu'on peut dire par rapport à ce point. On va passer à la question suivante dans cette émission. Bonsoir, docteur. On ne peut pas dire que c'est parce que les frontières ne sont pas bien fermées qu'on rencontre les cas de Covid au Togo. Car les cas et décès proviennent surtout de l'extérieur. Pourquoi ne pas ouvrir les écoles primaires, sinon les enfants vont devenir quoi au juste? Alors, la question du téléspectateur ou de la téléspectatrice est scindée en deux parties par rapport à ceux qui nous viennent bien sûr de l'extérieur, enfin de ces compatriotes qui ont envie de rentrer au pays. Pourquoi ne pas peut-être voir aussi au niveau des frontières les tri, faut-il les accepter Bon voilà, c'est le téléspectateur qui le dit. Oui, le problème c'est qu'ils ne passent pas par les voies légales, si je peux le dire comme ça. On peut choisir aussi de rentrer au pays. Oui, mais pour le moment, comme le pays a fermé ses frontières, les gens prennent des voies détournées.
Donc, si c'était, vous savez, au tout début de l'infection, au niveau de la frontière de Kodjo-Via-Kopé, lorsque quelqu'un revient, surtout ceux qui revenaient de Chine, ils descendaient souvent au Ghana, à Accra. Les avions, je ne sais pas s'il y a une préférence, il y a des vols directs vers la Chine. Hein? Donc, voilà. Ils passaient par Kodjo-Via-Kopé automatiquement. Là-bas, il y a un système, il y a des fiches que vous remplissez. On vous prend même en photo, on m'envoie. Et en fonction de là où vous vous trouvez, j'envoie au directeur concerné. Et le directeur concerné, avec ton numéro de téléphone, le lendemain, immédiatement, le directeur vient vers vous et il commence le suivi. C'est comme ça que ça se faisait quand les frontières étaient encore ouvertes. Maintenant, les frontières sont fermées et les gens ne passent pas par des frontières pour qu'on puisse les encadrer. C'est ce qui se passe malheureusement. C'est le lieu de dire aux transporteurs de taxi-moto, si vous prenez quelqu'un qui, vous voyez qu'il vient de l'extérieur par des voies illégales, il faut l'inviter à aller vers le 111. Vous n'allez rien payer. Nous allons venir vous suivre gratuitement. Vous n'aurez rien à payer. Donc, juste dénoncez-vous. On ne va pas vous emprisonner non plus. C'est juste un contrôle de température, des signes que vous présentez. Et même si vous n'avez pas de signes au 14e jour, sans signe, nous vous prélevons quand même. Parce que si vous êtes une personne asymptomatique, vous ne présentez pas de signes, mais vous êtes en train de faire la maladie, vous pouvez contaminer. Donc, pour le bien de votre famille, appelez le 111, nous allons vous suivre. Au 14e jour, nous allons faire un premier prélèvement. Si c'est négatif, nous aurons à faire un deuxième prélèvement le 16e jour et on vous libère. Parfait. On vous libère. Parfait. Voilà, il faut quand même attirer l'attention des uns et des autres, ceux qui se trouvent également au niveau de ces zones des frontières, afin d'avoir des tournées. Il faut qu'ils doublent beaucoup plus de vigilance. Pour mes parents, peut-être qui sont bien sûr au niveau de Clomayon, on dit, vous connaissez là-bas? Non. C'est juste après Kwadapé. Après Kwadapé, vous arrivez à Ouamé, ou après Ouamé, c'est Clomayon, on dit, juste sur la frontière. Les gens empruntent aussi beaucoup plus la voie là-bas pour être dans le Togo, parce que de Palimé, ville, Fiakome à Clomayon, on dit c'est en plus 17 km. Ce qui fait que les gens préfèrent passer par là. Il y a aussi la voie de Yeviépé aussi. Yeviépé, il y a Agripatodji. Bon, il y a plein de lieux là-bas. Je crois que vous êtes en train de donner des pistes au gouvernement pour pouvoir poster encore des gens. Parce qu'on a plein de gens qui empruntent ces voies-là. Au lieu qu'ils passent par Aplaou et ces consorts-là ici, ils préfèrent aller passer par Ho, ou bien Pando et ces consorts-là, Kétékrachi, et puis passer dans Clomayon, ou bien dans Yeviépé, ou carrément au niveau d'Agripatodji. Et puis on est dans... C'est vite fait, hein? On est dans le Togo. C'est un peu ça. Donc, il faut qu'on arrive quand même à doubler beaucoup plus de vigilance à ces lieux-là. Et si on constate un peu qu'à certains niveaux, il faut qu'on signale. Hein? Oui. Il faut qu'on signale. Il faut collaborer avec la police. Oui, cette affaire, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul. C'est une affaire de nous tous. C'est tout le monde. Nous sommes embarqués sur le même bateau. Si tu dis non, c'est au gouvernement de faire... Non, c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas le gouvernement qui sera malade, c'est ta famille qui sera malade, c'est toi-même qui seras malade. C'est une affaire de nous tous. Parfait. Voilà certains lieux que l'État pouvait toutefois essayer de renforcer beaucoup plus la sécurité. Également au niveau de Rahim Matodi. Oui. Vous connaissez là-bas? Non. Oh, Rahim Matodi, il y a également chez le député Abbas Kabwa dans les Daï. J'apprends beaucoup de choses. À Arlon, si vous sifflez, vous faites comme ça, quelqu'un à côté. Vous pouvez être dans le Togo et puis prendre de l'argent dans la main de quelqu'un dans le Ghana, comme ça, c'est juste à côté. Donc, il faut qu'on essaie d'intensifier beaucoup plus la sécurité dans ces localités-là, parce que c'est vite fait. Parce que actuellement, quand ils savent que les voies normales sont fermées, ils vont essayer de passer par ces voies pour être dans le Togo. C'est pas quand même interdit, mais si vous passez par là, il faut se faire signaler. On va passer à une autre question dans cette émission. Bonsoir, merci pour l'émission. Merci à vous aussi. J'aimerais poser la question de savoir, à l'inauguration du centre de prise en charge du Covid-19, qui est bien sûr le CHR Lomé commune, on nous a dit que le centre a une capacité de 70 places. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 70 cas actifs. Où est-ce qu'on prend en charge le surplus de 70? Voilà.
Oui. Oui. Lorsque nous étions en train de faire l'émission, oui, nous avons parlé de Edaoba. Oui. À Edaoba, le ministère met tous ceux qui ont la maladie. C'est vrai, on a vu après les analyses, on a vu qu'ils s'étaient infectés. Ils sont là-bas. S'ils n'ont pas de signes de gravité, s'ils n'ont pas des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'il y a certains facteurs de risque qui font que vous êtes plus prédisposé à faire la forme grave de la maladie. Si vous n'avez pas ces facteurs de risque, vous ne développez pas des signes de gravité, on vous met à Edaoba. Ceux qui sont au CHR de Lomé, c'est ceux qui ont des facteurs de risque. Ceux qui ont une forme un peu grave de la maladie, c'est eux qui se retrouvent là-bas. Parfait. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Il n'y a pas de souci. Hein. Il faut dire également qu'il y a des nouveaux locaux qui ont été quand même faits. Des sortes de conteneurs climatisés, WC-douche interne, tout. Qu'on a essayé de mettre pour pouvoir agrandir la capacité du CHR Lomé. C'est là où je passe tous les jours avant d'être au boulot. Hein. Wow. Ouais. Et on ne te fuit pas quand tu arrives. Oh non, mais avant, au début de la maladie, quand j'ai passé, je me dis, il y a le virus dans l'air qui va... Vous ne faites que passer. Je pensais devant. Que vous rentrez dedans. Non, je passe juste à côté parce qu'il faut emprunter cette voie-là et passer par la voie de la nouvelle présidence. Oui, voilà ce qui fait c'est un bon raccourci. Oui, voilà. On va passer à la question de nos amis téléspectateurs. Bonsoir le plateau. Nous remarquons un relâchement dans tous les secteurs qui avaient pour objectif empêcher la propagation de la maladie. Est-ce parce qu'il y a un avancé dans les mesures prises par l'État ou un manque sur l'effectivité de l'assurance des méthodes mises en place? Merci. C'est comme si on a relâché, hein? Oui, bon, mais la façon dont il le dit qu'il y a un relâchement dans les mesures prises par le gouvernement. Je voudrais juste le dire que c'est plutôt maintenant que nous intensifions la sensibilisation. Avant, au tout début, on n'avait pas des voitures sonorisées, on n'avait pas encore pris les relais communautaires pour pouvoir sensibiliser avec des mégaphones, mais depuis 2 semaines, c'est effectif. Donc, du côté du ministère, c'est maintenant que nous accentuons même les mesures. Mais c'est du côté de la population que nous remarquons un certain relâchement. On l'avait dit tantôt, les gens ont des cache-nez, mais ils le mettent sous les mentons. Comme on a repoussé un peu le couvre-feu, on commence par voir certaines personnes qui s'agglutinent, qui commencent par boire ensemble, ou bien ils passent plus d'heures dehors pour causer ensemble. C'est plutôt au niveau de la population. Donc, c'est le lieu d'exhorter la population à ne pas relâcher. Donc, nous sommes ensemble dans la même galère. Faisons en sorte de finir vite pour que chacun puisse vraiment vaquer librement à ses occupations. Parfait. On va prendre également cette nouvelle question tombée sur notre plateforme qui nous dit « C'est qui je suis? Bonsoir mon docteur. Bonne émission. Merci. Pourquoi on ne peut pas libérer les lieux de culte en les demandant de suivre les mesures barrières ?» Je pense que le téléspectateur ou la téléspectatrice a peut-être raison, parce qu'entre-temps, on a entendu que les bars aussi, on peut commencer par les ouvrir tout en adoptant les mesures barrières, 1 mètre d'écart, n'est plus servi avec les verres, ainsi de suite. Pourquoi ne pas demander à nos pasteurs, prophètes, hommes de Dieu dans tout son ensemble, allez, l'église, on commence, dans les mosquées, on commence, tout en adoptant les gestes barrières comme au Niger. C'est délicat. C'est délicat. Bon, pour les bars, je n'ai pas encore l'information. C'est vrai, au tout début, lorsqu'on n'avait pas encore fermé les bars, on avait dit, oui, ne plus servir, faire en servant avec les verres et tout. Mais lorsque ça a été fermé, c'est fermé. Maintenant, pour les lieux de culte, moi, je prends mon exemple. Par exemple, je suis catholique. Je ne peux pas venir rentrer sur ma paroisse. Je ne peux pas rentrer. On va me dire non, il faut sortir parce que le nombre est suffisant. On ne va pas me chasser. Donc, c'est un peu, je ne sais pas comment ça va se faire. Comment respecter cette distanciation sociale-là
dans l'église. Donc, ça veut dire que le pasteur ou le prêtre doit être à l'entrée pour compter le nombre de fidèles. Dit, c'est bon. Vous pouvez rentrer chez vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. C'est des approches de solutions. On a soif de voir nos pasteurs, nos hommes de Dieu, nos prêtres. Ça fait déjà plus d'un mois. Hein. Oui, ça fait plus d'un mois, mais nous sommes à l'urgence. Quelqu'un me disait la fois passée, c'est pour une première fois qu'il a su que même sans aller à l'église, on peut vivre. Que ça fait plus d'un mois, il est à la maison, il prie, mais ça va que... que ce qui veut dire que tout était possible. Vous savez, des fois sur les plateformes, on lit de belles choses, de belles phrases aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que les églises sont fermées, mais il faut que chaque maison devienne une église. Et que nous apprenions même, c'est le lieu même d'apprendre chaque famille, hein? Oui, dans chaque maison doit devenir un lieu de culte. C'est-à-dire qu'avec nos enfants, il faut qu'on arrive à prier ensemble. Donc, je ne sais pas, c'est sûr... J'avais lu une histoire comme ça qui concernait l'Égypte. Si ma mémoire est bonne, le sultan avait fermé les églises, mais il a remarqué que dans chaque maison maintenant, il y a des groupes de prière, tout le monde priait. Donc, c'est vrai que les églises sont fermées, mais nous pouvons prier à la maison. Nous allons prier à la maison avec nos enfants et nous allons leur apprendre à prier. Je dois reconnaître que cette fermeture permet, en tout cas moi chez moi, de pouvoir maintenant prier en famille et leur apprendre à prier. Mais c'est vrai, il faut que nous puissions respecter les mesures barrières, que cette infection parte et que nous puissions enfin aller à l'église, parce que à moi également ça me manque, mais on ne peut rien. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est la situation qui nous contraint. Oui. Parfait. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. On va enregistrer encore une ou deux questions parce que c'est déjà la fin de l'émission. Oui. Bonsoir, juste à savoir si l'équipe déployée à Kara pour les tests de Covid-19 a déjà commencé le travail à Kwaki. Ayeda a posé la question. Ok, je crois que pour le moment, au Togo, nous ne faisons pas systématiquement des tests de dépistage. Mais c'est vrai, il y a eu certaines zones, par exemple, au niveau de Tchaoudjo, ce village a été... Tout le monde a été dépisté systématiquement. À Kouvon. Oui. Maintenant, au niveau de la prison civile, actuellement, le dépistage est systématique parce qu'il y a des cas, vu la proximité, il y a des cas qu'on a découverts, donc on fait le test de dépistage. Il y a aussi dans la tranche de la population, les taxis-motos, on leur a fait des dépistages systématiques. Mais la population, toute la population, on n'a pas encore commencé ce dépistage systématique de toute la population. Il faut qu'on pense aussi à nous, les journalistes, hein, parce qu'on est très, très exposés. Justement, on a pris, par exemple... On travaille tard dans la nuit, on rentre, on ne sait pas qui est qui, des fois, bon voilà... Pour le moment, ils ont pris, par exemple, les formations sanitaires, le CHU Campus, ils ont même, au niveau de certaines cliniques, grosses cliniques privées, on les a dépister systématiquement pour voir à quel niveau, dans quelle tranche de population l'infection est élevée, pour pouvoir prendre des mesures spécifiques à cette tranche, à cette proportion de la population. Mais le dépistage systématique n'est pas fait. Maintenant, si vous avez des signes, vous savez que vous sentez des signes, vous pouvez appeler le DPS Golf et l'équipe va se diriger vers vous. On vous appelle, vous orientez votre maison et on vient vers vous et on dépiste. Bien noté. On prend la dernière question de cette émission de ce jour qui nous dit bonsoir le plateau. La semaine dernière, on nous avait parlé d'un cas suspect qui est en isolement au CHR Thiévier. Je voudrais savoir si son état s'est révélé positif ou négatif. Merci bien et bonne émission à vous, Sébastien depuis Cadeau, ça c'est dans le moyen mono chez mes frères Adja. Effectivement, s'il y avait un cas suspect, vous savez, la notion de cas suspect peut se retrouver dans n'importe quelle formation sanitaire. Que ce soit dans un CMS, dans un CHR, dans un CHU, ça peut arriver. Lorsque la personne est suspecte, elle est immédiatement mise en quarantaine dans une salle dédiée à la quarantaine des cas comme ça.
et on fait le prélèvement. Une fois que le prélèvement est fait, le prélèvement est acheminé vers le centre, le laboratoire, qui va voir si la personne est positive ou négative. Si la personne est négative, mais les signes persistent, 4 jours après, on reprend. On reprend encore parce que peut-être que c'était pas encore les virus n'étaient pas encore nombreux pour qu'on puisse les retrouver au niveau du prélèvement. Donc, s'il y avait un cas suspect au CHR de Thiéviers, si on l'a testé et il est positif, c'est qu'il n'est plus au centre de CHR de Thiéviers. Il sera automatiquement amené vers le centre de traitement. S'il a une forme grave, il sera amené au CHR à Lomé commune. S'il n'a pas une forme grave, il sera amené à Edaoba. Parfait. Oui. C'est déjà la fin, hein, madame. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être passé. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité qui nous est encore donnée de sensibiliser la population. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à venir vers nous quand vous avez des cas suspects. Merci beaucoup, monsieur. Pour terminer, là, il y a une question là, en 30 secondes. Pour les maladies ordinaires, là, les gens continuent pas à venir chez vous, là? Parce qu'il y a la peur, hein, la psychose totale. Oui, comment vous savez deviner, il y a la peur. Mais je voudrais dire à la population, il n'y a pas à avoir peur. Nous avons pris des mesures au niveau des centres de santé. Il y a un tri des patients à l'entrée. Il y a même dans toutes les formations sanitaires des dispositifs de lavage des mains. Après, il y a un thermoflash. On essaie de faire le tri des malades pour ne pas mélanger les malades. Et en tout cas, nous prenons toutes les dispositions qu'il faut pour éviter de transmettre la maladie. Tu ne vas pas venir pour une autre maladie et prendre une autre partie. Nous prenons toutes les dispositions qu'il faut. Parfait, merci beaucoup. Docteur Mnipé Lacté Adassou, je rappelle bien sûr que vous êtes médecin généraliste, directrice du district sanitaire numéro 4, Lomé commune. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous à demain.